c'est de plus en plus politique, je pense à cette histoire de cathédrale d'eau, de cathédrale d'art, etc., qui est magnifique, c'est vraiment cette histoire, ça finit par la pleurer, et à chaque fois, je comprends mieux ton angle, parce qu'on a l'impression que tout ce qui est négatif, c'est l'humour qui nous dégomme complètement, et c'est que violent, etc., c'est tout les possédants et compagnie, et dès qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'humour, il est forcément dans la poésie, et c'est face de lui dans lui-même. Et donc cette histoire de cathédrale en elle-même qui vient d'elle, qui est un rêve inassouvi d'un prêtre, si je me souviens bien, ça vient comment, c'est une histoire aussi nouvelle? Ça vient avec des circonstances qui ne sont pas moins belles que la vie, quoi. Par exemple, là, avec Alexandro, l'histoire était vachement rigolote parce que Alexandro travaillait sur un film à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans. Quand il travaillait sur un film, par un intermédiaire, l'intermédiaire a fait savoir qu'il aimerait bien me rencontrer pour éventuellement travailler avec lui. Donc, je dis ok, on peut se voir, et donc je prends un billet pour un rendez-vous à Paris. À l'époque, il n'y avait pas de TGV, donc on faisait 3 heures de train pour arriver à Paris. Et la veille, je sais par l'intermédiaire que Alexandro ne peut pas, parce qu'il est encombré par le boulot, etc. Donc je change, et je prends un autre billet pour 15 jours plus tard. Donc j'attends 15 jours, et la veille, à nouveau, Alexandro fait savoir qu'il ne peut pas. Et à ce moment-là, il y a un de mes vieux amis qui était radiesthésiste et qui m'appelait tous les jours. Et ce gars, il m'appelle, et je lui dis, mais est-ce que je dois travailler avec ce gars-là? Alors il dit, t'inquiète pas, je vais regarder avec mes méthodes. Donc il raccroche, il regarde avec ses baguettes de sorcier, avec son pendule, avec tous ces trucs, puis il me rappelle. Et il me dit, mais tu dois travailler avec ce gars parce que vous allez bien vous entendre, tout ça. Mais il faut faire une chose que faisaient les vieux de mon époque. Si tu dois entamer un contrat avec quelqu'un, il ne faut pas aller le voir lui, il faut se donner rendez-vous à mi-chemin. Je dis, ok, on va faire ça, on va faire comme les vieux, on va se donner rendez-vous. Donc j'appelle, je dis, bon, on va se donner rendez-vous entre Lille et Paris, il y avait Amiens. Et donc, on donne rendez-vous à Amiens. Et donc, Alexandro arrive, et moi j'arrive, je vais chercher à la gare, et on me dit où est-ce qu'on va aller bouffer? On va bouffer au pied de la cathédrale d'Amiens. Et donc, on s'entend bien, il me parle du tarot, parce que c'est un maître du tarot, et là, on parle des cathédrales, et puis on dit, mais et si on faisait une histoire de cathédrale? Il n'y a personne qui construit de cathédrale aujourd'hui. Après tout, dans les temps anciens, on construisait des cathédrales. Donc, la cathédrale, dans l'idée, c'est construire l'édifice le plus absolu pour un être humain. Hein, c'est pas construire sa maison, c'est construire une cathédrale, c'est construire un truc pour toute une humanité. On se dit, bah, nous, on va faire une cathédrale en papier, on va la faire en bande dessinée. Et donc, on est allé dans la cathédrale, on a même parcouru le labyrinthe ensemble, pas sur les genoux, mais. Et puis, on a commencé tout de suite à fabriquer l'histoire. Donc, on n'a pas attendu. On s'est dit, on va la faire tout de suite. On va faire notre cathédrale immédiatement. On commence. On pose une pierre, et puis on y va. Voilà comment ça commence les histoires. Et alors des histoires comme ça avec la bande dessinée, parce qu'on peut se dire, oui, mais le gars, il travaille tout seul dans son atelier, etc. Mais au fond, durant un travail comme celui-là, il y a des tas de moments qui sont complètement fantastiques. Et des tas de petits moments fantastiques. Vous en voulez les autres ou pas? Parce que peut-être ça vous fait chier. Non, j'y vais. Alors, par exemple, à un moment donné, on était en train de faire un album pratiquement au jour le jour. C'est-à-dire que Alexandro et moi, on devait absolument faire le 5e tome de Face de Lune, et on était un peu encombré par des problèmes de contrat avec l'éditeur. Il fallait qu'on le fasse très vite. On s'est dit, bon, on ne va pas faire l'histoire complète d'un seul coup, on va la faire au jour le jour. Toi, on se téléphone le matin, toi tu fais la page, elle est terminée le soir, tu me racontes ce que tu as dessiné, et le lendemain on fait la 2e page, etc., etc. On fait comme ça. Et donc, arrive un moment dans l'histoire où les personnages arrivent dans un désert, et ils doivent trouver un élément
essentiel à la construction de la cathédrale. Et ils sont sont dans un périple avec des tempêtes de sable, des trucs comme ça. Et à un moment, ils doivent trouver. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir trouver, le gars? On est dans le désert, et Alexandro il me dit, ah mais peut-être, tu sais que j'ai entendu parler d'une fleur philosophale. Il existe une fleur je vais la chercher, la fleur d'or, c'est ça. Il dit, dans l'alchimie, il y a quelque chose qui s'appelle la fleur d'or, il faut que je trouve ça. Et moi, pendant ce temps-là, je commence à dessiner, parce que j'ai ma journée, moi, à faire. Et arrivé au moment où on doit trouver le truc, je me dis, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais faire puisqu'il m'a parlé de fleurs, je vais faire une fleur fossilisée. Donc, une fleur qui est prise dans une gangue de pierre. Hein. Et je dessine ça. Et alors lui, il m'appelle à ce moment-là, et puis il me dit, tiens, je viens de découvrir le bouquin, là, je l'ai retrouvé. Alors la fleur d'or, c'est une fleur de pierre. J'ai dit, comment c'est possible? Je l'ai déjà dessiné. Voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent en permanence. Alors revenons sur l'architecture, nous sommes en train de travailler sur la tour de Babel. C'est un projet souhaité par Régis Cotentin avec des Beaux-Arts dans le cadre de Fantastique, qui se passe pour bientôt. Et c'est la première fois, à ma connaissance, quelqu'un essaie de dessiner la tour de Babel de l'intérieur. Là aussi, comment c'est fait cette histoire? C'est toujours pareil. En fait, je faisais une bande dessinée et qui va paraître en septembre prochain. Et dans cette bande dessinée, je voulais mettre un petit peu d'ordre dans l'univers du personnage. Et qui est un personnage que j'ai déjà dessiné dans 4 ou 5 albums, qui est un personnage qui est habillé en léopard, qui est une sorte de personnage, on pourrait dire, c'est un assureur, et qui vit dans une sorte d'univers de jungle. Un univers de jungle qui s'apparente bien sûr à notre univers, donc c'est un mélange de jungle et puis d'univers contemporain. Et je lui dis, il faut que je montre comment cet animal, donc ça va peut-être s'appeler, alors les titres ne sont pas encore sûrs, mais ça peut s'appeler le manifeste du mal dominant, ou la vie quotidienne des grands fauves, un truc comme ça. Et donc je raconte la vie quotidienne de ce personnage qui, comment il vit dans la jungle, comment il a trouvé sa femelle, comment il a séduit, et à un moment donné, je peux faire son immeuble. Et son immeuble est très, très bizarre, parce que c'est un immeuble qui est assujetti à 2 forces. Il y a la tectonique des plaques d'un côté, et la sédimentarité de l'autre. C'est-à-dire que cet immeuble bouge, il est sur une plaque tectonique qui fait qu'il bouge. Et donc il s'est retrouvé là dans la jungle momentanément, mais pas encore à l'intérieur. Et en même temps aussi, c'est un immeuble avec des étages qui représentent chacun une étape de l'humanité. Donc on a dans le garage à vélo, on a les Néandertals, et puis on monte au 2e sous-sol, on a l'Homo erectus, après l'Homo sapiens, etc. Et puis on arrive jusqu'à nous. Et bien sûr, au sommet de cet immeuble, il y a Léonard de Vinci qui est le génie universel, etc. Voilà, ça c'est ce que je raconte. Donc je me dis, il faudrait que je montre la cage d'escalier de ce truc. Une cage d'escalier qui traverse tous les étages. Donc je fais un dessin qui est très grand, avec une cage d'escalier vertigineuse, qui définit. Puis quand j'ai terminé ce dessin, je me dis, je ne suis pas satisfait. Alors je prends le dessin, je fais une photocopie, et je me dis, je voudrais bien voir ce qu'il y a à droite de l'escalier, et de l'autre côté aussi, et puis en haut et en bas. Et donc je rajoute des feuilles de papier comme ça, puis je continue. Je continue à dessiner cette cage d'escalier qui devient vertigineuse, qui devient une sorte de labyrinthe pas possible. Et finalement, le dessin, il fait 2 mètres de haut. Et c'était un dessin, c'était impossible. J'avais plein de boulot par ailleurs qui me permettent de gagner ma vie, mais je ne pouvais pas ne pas faire ce dessin qui ne faisait pas gagner ma vie. Mais je devais le faire, c'était comme hypnotisé par ce truc. Et donc j'ai fait cet escalier pendant 1 semaine, j'ai passé mon temps à ça. Et alors c'est un truc extrêmement compliqué parce que
ça répond aux règles de perspective, ça répond aussi à une logique visuelle. Et donc il faut être attentif à chaque trait qu'on pose sur la feuille. Et donc je fais ce dessin. Et je me dis, qu'est-ce que je vais foutre avec ce dessin qui fait 2 mètres de haut là. Et il y a Régis Cotentin qui m'appelle, est-ce que tu veux bien participer à la Tour de Babel et tout ça. Je me dis, ouais, je veux bien sûr. Et je me dis, moi j'ai déjà fait mon boulot. Je me dis, mais est-ce que tu as déjà, dans toutes les œuvres que tu fais venir, est-ce que tu as la Tour de Babel et vu l'intérieur, la cage d'escalier de la Tour de Babel? Et il me dit, non, il n'y a personne, ils ont tous fait l'extérieur. Donc moi j'ai fait l'intérieur. La question, on peut s'en profiter aussi. On parlait de Jean Giraud tout à l'heure, à ton avis, puisque tu as travaillé avec lui. On se souvient en 2009, d'ailleurs, vous avez eu une exposition commune à la CICU. Et donc, qu'est-ce que tu as envie de retenir de son trait, de ce qui était important pour nous, lecteurs, notamment sur l'univers Mégus, l'univers du fantastique? Pour moi, d'abord, c'est un dessinateur incommensurable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dessinateurs, même hors de la bande dessinée, qui ont une étendue d'imagination aussi vaste. Il y a à la fois ça, et puis il y a aussi son savoir-faire. C'est un dessinateur qui était hors du commun dans la manière d'aborder les formes. C'est, je pense, un dessinateur qui a le plus influencé le monde, au moins le monde de la bande dessinée, et de la bande dessinée réaliste. Après, son inventivité, elle était, à mon avis, illimitée. Qu'est-ce que je peux encore dire sur lui? C'était un ami formidable aussi. On passait des soirées à parler de dessin, parce que quand on est dessinateur, c'est comme dans la chanson, quand un vicomte, quand un dessinateur rencontre un dessinateur, c'est pour parler de dessin. Et donc on parlait pendant des heures et des heures de dessin et de la conception du dessin. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le dessin, bien sûr, quand on est lecteur de dessin, on déguste, on ne sait pas comment c'est fait. Mais quand on est un fabricant de dessin, on se pose des tas de questions. À quoi ça sert ce truc? Pourquoi on dessine? Et donc nous on a des réponses. Et des réponses qui sont d'ordre, je dirais presque, enfin c'était des conceptions existentielles. Il faut imaginer un mec comme lui qui est mort à 73 ans, toute sa vie il a dessiné. Et Jean, aussitôt qu'on arrêtait de parler avec lui, il prenait son carnet et il dessinait. Il ne pouvait pas ne pas dessiner. C'était une sorte de truc, c'était un dessinateur permanent, un dessinateur à temps complet. Et donc on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi on peut dessiner comme ça? C'est pas uniquement compulsif, c'est qu'il y a quelque chose qu'on y cherche. Donc qu'est-ce qu'on y cherche? Alors, on peut répondre à la question, mais il faut que vous me la posiez. Est-ce qu'on a encore 2 heures? Comment ça répond? On fera un autre rendez-vous, je crois. Non, vraiment. Vas-y, vous parlez comme tu veux. On en parle beaucoup ou pas?